Hmm? Difes M23 Mishalungula déjà. Mishalungula sai. Mishalungula Difes. Et c'est par ici que nous mettons fin, mesdames et messieurs, à cette semaine, samedi 2 novembre 2024 sur Gueule Afrique Télévision, la télévision panafricaine au cœur des investigations. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo nous intéresse encore aujourd'hui, comme c'est de l'actualité jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi les forces armées de la République démocratique du Congo observent jusqu'à présent les cessez-le-feu? Nous allons revenir justement sur les affrontements qui ont eu lieu dans les territoires de Lubero, non loin de Kikuvo, avec Jenin Touali, un journaliste chercheur en matière sécuritaire dans la région du Kivu. Monsieur Jenny, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, David. Bonjour également aux nombreux téléspectateurs de Gueule Afrique Télévision, de partout où ils sont en train justement de nous suivre. Leur intérêt est toujours aussi manifesté pour qu'ils puissent comprendre tout ce qui se passe dans l'est du pays, mais également la marche de la politique dans toute la République démocratique du Congo, dans son entièreté. Comment vous allez? Bon, je ne peux pas dire que nous allons bien, mais nous tenons juste à non seulement s'habituer sur la situation actuelle, mais faire aussi mieux, chercher aussi comment est-ce que nous pouvons aussi contribuer pour que les choses se déroulent comme il faut. Quand je dis les choses, c'est cette vie qui, à un certain moment, est en train d'aller... donc c'est avec un cercle vicieux, justement, nous tournons à un certain moment sur nous-mêmes. On ne sent pas beaucoup des avancées, justement, significatives. Mais il y a toujours de l'espoir pour que, justement, les choses marchent bien. Mais jusque-là, je ne peux pas vous rassurer que les choses vont bien. Vous gardez espoir jusqu'au jour d'aujourd'hui face à l'agression rwandaise qui menace la province du Nord Kivu et plusieurs autres provinces voisines de cette province. Monsieur Jenny, avant de rentrer justement sur les affrontements qui ont eu lieu hier à Lubero, parlons un peu de la guerre à l'est du Congo. Vous êtes journaliste et chercheur, vous savez tout ce qui se passe, vous maîtrisez un peu tout ce qui se passe à l'est du pays. Oui. Nous avons commencé l'année 2024 et nous sommes presque à la fin de l'année, nous sommes déjà dans les mois de novembre. Les études dont vous faites sur le terrain, est-ce qu'il y a possibilité que nous puissions encore finir cette année et que la paix n'est pas encore sur la porte ou devant la porte dans la province du Nord Kivu? Bon, jusque-là... Vis-à-vis de signes sur le terrain, vous les cherchez. C'est sur base de tous ces signes que je voulais aussi vous répondre directement parce que je ne peux pas vous rassurer que d'ici 2020, fin 2024, début 2025, la situation sera résolue. Donc, qu'il n'y ait plus les militaires rwandais sur le sol congolais, qu'on assiste au retour de toutes ces populations aujourd'hui dans les sites des déplacés à Goma, à Lubero, Massissi et dans plusieurs territoires, même la province voisine du site Kivu. C'est un peu tôt de les dire, mais également je n'ai pas assez de certitude. Mais les signes sur terrain nous montrent combien de fois la situation risque de rester ainsi. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas les FARDC jusque-là à se mettre en pole position pour mener les offensives. Quand on essaie un peu de demander certaines autorités, parce qu'à maintes reprises, on a passé plusieurs jours en train de s'apprendre même à l'armée, demander à l'armée pourquoi vous subissez toujours les frappes de l'ennemi, pourquoi vous n'êtes pas là aussi pour réagir sur tout ce que l'ennemi est en train de vous imposer sur les lignes de front. Eh bien, on a vite compris que l'armée, justement, reste un service aussi commandé. Tant que les ordres ne sont pas donnés, c'est difficile de voir ces militaires se lancer dans les offensives. L'épée, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est de répondre tout simplement aux attaques de l'ennemi. Quand l'ennemi attaque, ils essaient un peu... Bon, je ne peux pas dire riposter, parce que quand on dit riposter, ça veut dire l'ennemi d'abord vous attaque et puis vous contre-attaquez. C'est pas ce que c'est fait. Mais quand les militaires FARDC sont attaqués, ils se protègent d'abord. S'ils ne font pas des replis stratégiques, ils peuvent résister aux attaques de l'ennemi sans pour autant, je dis bien, aussi repousser l'ennemi comme il faut. Parce que l'ennemi, nous le voyons avancer. Et s'il laisse stopper, il ne recule pas.
C'est ça aussi la réalité. C'est rare des fois de voir les militaires rwandais reculer. Je ne suis pas ici en train de faire leur propagande, mais je ne fais que vous apporter les faits. Et c'est à base de tous ces faits, c'est difficile pour moi de vous dire, d'ici fin 2024, la situation sera résolue. C'est très difficile. Donc sur le terrain, les signaux ne montrent pas l'espoir que la guerre tend vers sa fin? Bien au contraire, les signaux, parce qu'aujourd'hui, la résistance est autour des Pinga. Les militaires rwandais et leurs alliés du M23 sont en train de tout faire pour prendre le contrôle de tout Pinga. Il y a justement c'est une zone très sensible aussi, Pinga, parce que Pinga peut vous faciliter la tâche. Il y a plusieurs entités minières dans le territoire de Walikale, et c'est avec cette motivation qu'on voit les militaires rwandais en train de progresser comme ça. Mais l'armée congolaise aussi prend au sérieux cette menace. Et c'est seulement les Wazalendo qui essaient un peu de faire le meilleur d'eux-mêmes. Parce que les Wazalendo ne sont pas contrôlés par un service étatique. Non, ils sont là, ils agissent en patriotes. C'est vrai, ce sont des anciens miliciens, mais aujourd'hui, ils se sont tous mis ensemble pour barrer la route à l'avancée des militaires rwandais. Mais à un certain moment, ils sont aussi limités. Et c'est Wazalendo, je suis en train justement de demander encore une fois au gouvernement, si vous n'êtes pas à mesure, si le gouvernement congolais ne veut pas justement permettre au FARDC de lancer les opérations, assistez quand même ces Wazalendo. Personne ne va venir pour vous dire pourquoi vous laissez les Wazalendo, pourquoi vous êtes en train de collaborer avec les Wazalendo. À un certain moment, nous devons prendre les résultats du travail qui sera fait par les Wazalendo, qu'on mette ça en notre faveur. Voilà pourquoi le gouvernement est obligé, je dis bien obligé, d'assister ces Wazalendo. Le gouvernement doit les motiver. Le gouvernement doit les doter de munitions, justement, pour essayer un peu de bloquer les M23. Comme ils sont en train de le faire aujourd'hui sans avoir aussi une logistique très importante. Mais ils arrivent quand même, par détermination patriotique, à stopper tant soit peu les avancées du M23. Bien qu'à un certain moment, ils décrochent aussi parce qu'ils sont limités. Ils sont aussi limités. Voilà pourquoi moi j'insiste encore une fois sur cette nécessité que le gouvernement congolais assiste les Wazalendo en munitions, mais également de les motiver. Si une fois ces Wazalendo obtiennent cette motivation, je vous assure, ils peuvent faire des miracles sur toutes les lignes de front. Mais imagine-toi, ils ne sont pas motivés. Voilà. Mais ils sont en train de résister. Donc, à un certain moment, nous ne pouvons pas être beaucoup... Bon, on est optimiste, mais nous ne pouvons pas dire que dans peu de temps, nous allons... le gouvernement congolais va prendre le contrôle de toutes ces entités. C'est très difficile parce que nous sommes déjà au mois de novembre. Et vous-même, vous voyez comment est-ce que le processus de Rwanda... Vous ne croyez pas que cette guerre qui a duré depuis 2021... On parle de 2021 parce que c'est la résurgence de la rébellion du M23. On ne compte pas les années de 1994 jusqu'à ce jour. Oui. On parle de 2021. Vous ne croyez pas, vous, personnellement, en tant que chercheur, journaliste et chercheur, que dans un mois, on peut mettre fin à cette guerre? C'est possible. Mais est-ce qu'il y a des signaux sur terrain qui peuvent nous rassurer? Jusque-là, je vous assure, il n'y en a pas. Les efforts déployés, vous ne le voyez pas? Les efforts, comme je l'ai dit, c'est seulement les Wazalendo. Les Wazalendo sont en train de faire, de montrer les meilleurs d'eux-mêmes, mais à un certain moment, je répète, ces mêmes Wazalendo sont aussi limités. Mais le gouvernement congolais, lui, parce qu'on a aussi l'armée dans toutes ces zones, mais l'armée est obligée de jouer à la légitime défense, de se défendre, donc éviter à ce que l'ennemi ne prenne ses positions. Mais on a toujours dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Quand vous voulez toujours rester là en train de défendre, sans pour autant lancer aussi les offensives, à un certain moment, vous serez toujours contré à subir les mêmes sorts. Et voilà pourquoi on voit aujourd'hui les M23 dans 5 territoires en province du Nord Kivu. Mais moi, je répète encore une fois, c'est un mal auquel nous assistons, mais c'est pas tard de faire mieux, de se ressaisir pour que les choses marchent comme nous pouvons bien sûr l'espérer. Voilà, 5 territoires occupés aujourd'hui par les rebelles du M23. Nous parlons de Rutshuru, Lubero, Walikale, Masisi et Nyiragongo. Ces 5 territoires, il y a la présence, on signale donc la présence des rebelles du M23. Alors, notre sujet aujourd'hui, nous nous basons sur les comportements du gouvernement congolais dans ces 5 territoires. Comment ça se passe? C'est quoi la visibilité des forces armées de la République démocratique du Congo pour remettre de l'ordre, la paix à l'est dans ces 5 territoires sous occupation des rebelles du M23? Alors, je choisis pour vous aujourd'hui, c'est comme dans les territoires de Lubero, il y a eu des affrontements. Nous commençons dans les territoires de Lubero et on en parlait. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? RDC.
Guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Des rites d'affrontement ont été signalés toute la journée dans le village de Kikuvo, ce 1er novembre 2024 dans les territoires de Lubero, province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Des sources locales ont affirmé que les jeunes résistants Wazalendo ont foncé et continuent à foncer sur les positions M23 dans la zone. Le M23 a attaqué la position des Wazalendo à quelques kilomètres de Kikuvo. C'est ainsi que les Wazalendo ont répliqué, c'est-à-dire les Wazalendo ont répliqué aux attaques qui ont été lancées par les rebelles du M23. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la zone. Et un déplacement de la population d'une manière massive a été signalé. Monsieur Jenny, on commence avec le territoire de Lubero où il y a eu des affrontements dira la journée, comme les gens sont en train de le voir dans cette vidéo, la journée de ce 1er novembre 2024. Début des mois aussi noirs, sombres pour les rebelles du M23, si on peut les parler ainsi. Malheureusement, ça devient une habitude. Voilà, c'est ce que je disais même ici. Voilà. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'il y a des affrontements signalés dans toutes ces zones. Mais le mal est que, parce que les M23, je peux vous rassurer, justement, en ce début de week-end, on fait 3 attaques au même moment. Il y a eu des attaques signalées à Massissi, à Rutshuru aussi, ne vous en faites pas, vers Bambo. Il y a aussi des attaques. Et voilà, nous parlons aussi du territoire de Lubero. Lubero, quand on voit Kikuvo, Kaina aussi, c'est toujours dans l'agglomération de Kirumba, où les M23 sont en train encore une fois de défoncer. Donc, ils multiplient plusieurs fois au même moment. Et moi, je me dis, qu'est-ce qui est derrière cette stratégie? Tous ces fronts, c'est contre le Wazalendo? Justement contre le Wazalendo, parce qu'à un certain moment, le Wazalendo nous avait aussi habitués à ce genre de stratégie où le Wazalendo pouvait attaquer les M23 à Rutshuru, Massissi, voire même à Lubero. Alors, c'est les M23 qui font cela et le Wazalendo obligé de répondre. Alors, moi, je peux déjà entrevoir certaines éventualités. Qu'est-ce qui peut se passer? Soit c'est même Wazalendo, parce que ne vous en faites pas, ils peuvent résister tout simplement aux attaques des M23 RDF. Et quand les M23, parce que quand ils sentent aussi qu'il y a une forte résistance, ils reculent un tout petit peu pour se réorganiser. Et avec cette réorganisation, ne vous en faites pas de voir les Wazalendo prendre le contrôle de certaines entités, si par Rutshuru, Massissi, Walikale, même donc il y a toujours une résistance de la part de Wazalendo, différemment à ce que les gens sont en train de confirmer. Ne vous en faites pas. S'il n'y a pas une résistance, les M23 allaient retrouver devant un boulevard et ils allaient évoluer sans beaucoup de difficultés. Mais comme ils sont en train aussi de souffrir, c'est parce que le Wazalendo résiste. Au-delà des Wazalendo, l'armée aussi peut venir en légitime défense. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Si nous voulons éviter tout ça, il faut lancer les offensives. Qui doit lancer les offensives? Les Wazalendo peuvent le faire, mais avec quels moyens que ces Wazalendo détiennent aujourd'hui pour lancer les offensives? Voilà pourquoi nous revenons encore une fois à l'armée. Et cette armée, nous savons tous qu'elle a une hiérarchie. C'est à la hiérarchie de l'armée de donner les ordres qu'il faut pour que l'armée puisse se lancer dans les offensives. Voilà. Mais ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet ordre. Et moi, je me demande à quoi jouent les autorités de Kinshasa. Peut-être ils ne sont plus préoccupés par tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme atrocité. Ces autorités seraient aujourd'hui préoccupées par autre chose, des objectifs purement politiciens. Mais c'est le contraire, c'est le contraire, M. Jenny, de toutes ces déclarations du gouvernement congolais. Ne vous en faites pas. Si vous essayez un peu de les écouter, c'est vraiment différent. Il faut faire la part des choses. Le gouvernement ne doit pas rester là tout simplement en train de déclarer des choses sans pour autant qu'il y ait des actions concrètes sur terrain. Jusque-là, nous ne voyons pas des actions concrètes. Sur le plan militaire, quelle action avez-vous déjà observé sur le terrain? À part les histoires que nous connaissons aujourd'hui, Rwanda, on nous raconte n'importe quoi, avec un messier, avec un pays, le Rwanda, qui vous trompe dans le processus de Rwanda, et sur les fronts, il est en train d'avancer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et puis, vous avez un gouvernement qui se tape la poitrine disant que nous sommes en train de coincer les Rwandais. Comment vous coincez les Rwandais? S'il vous plaît, comment vous coincez les Rwandais? Et pourtant, nous connaissons comment est-ce qu'ils sont en train de progresser. Au-delà de cette progression, ce sont encore une fois des civils qui passent des jours, des nuits dans les sites de déplacés. Nous sommes dans une période pluvieuse. Vous-même, vous connaissez les conditions aussi dramatiques dans lesquelles se trouvent les Congolais dans les sites de déplacés. Mais vous avez un gouvernement qui vous dit non, nous sommes en train
de contenir l'ennemi. Mais ça, c'est craché sur toutes ces populations. Jenny, je reviens justement sur vos propos. Vous faites savoir que le rebelle du 23 sont bloqués quelque part. Sinon, il serait non, je ne peux pas dire, bon, oui, bloqué dans le sens où il y a une résistance. Je reviens justement. Il y a une résistance. Je reviens justement. Oui. Mais si vous essayez un peu de lire les comptes des propagandistes dans les camps des rebelles du 23, oui, il faut savoir que comme sur terrain, il n'y a personne. C'est une liberté, bourgeoisie, si je peux le dire dans l'essence. Ils sont en train d'écraser comme pas possible. Et ce n'est pas la réalité vis-à-vis de leur déclaration. Bon, c'est aussi une propagande. Ils sont dans une propagande. Mais vous savez, la guerre, à tout instant, chaque parti essaie un peu de tirer. Selon eux, les Ouazalais ne sont nuls, si vous les essayez un peu de le lire. Est-ce que c'est le cas sur terrain? C'est une façon, quand ils communiquent comme ça, c'est une façon de montrer à la population qui croit toujours en ces Ouazalendo qu'ils ne sont pas à mesure de résister au M23. Ça, voilà pourquoi je dis que c'est une propagande. Mais la réalité sur terrain est qu'il y a les Ouazalendo qui résistent. Et pourtant, ils sont en train de résister sans pour autant avoir tout le nécessaire. Ils n'ont pas un arsenal sophistiqué comme les M23 et l'armée rwandaise. Mais ils essaient un peu de faire le meilleur d'eux-mêmes. Voilà pourquoi moi j'ai dit, si une fois les Ouazalendo, on leur donne le nécessaire, ils peuvent faire mieux que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons encore une fois, le gouvernement congolais, s'il n'est pas à mesure, peut-être par complicité ou je ne sais pas quoi, autre chose que ça, s'ils ne sont pas à mesure de prendre les choses au sérieux. Mais il s'agit d'un gouvernement. Mais oui. Il s'agit d'un gouvernement. Mais comment un gouvernement ne serait pas... Attendez, un gouvernement, oui, c'est un gouvernement, mais il est composé par des personnes. Et tous nous connaissons ces personnes. Est-ce qu'ils maîtrisent valablement cette situation sécuritaire? C'est vrai, vous pouvez voir tout un conseil des ministres réunis, mais quelles sont les décisions qui sortent de toutes ces réunions ministérielles? Quelles sont les décisions qui sortent de tous ces conseils ministériels? Eh bien, à un certain moment, moi, je me dis, c'est... En tout cas, ce n'est pas par naïveté, j'allais dire par naïveté, mais je préfère plutôt dire à un certain moment, je ne sais pas si nous sommes dominés par les événements, mais ceux-là qui sont aujourd'hui dans les gouvernements, surtout, on peut voir les présidents de la République et toute sa suite, peut-être ne maîtrisent pas les enjeux. Voilà pourquoi ils sont toujours en train d'être voilà, par les pouvoirs. On finit par ici. Oui. Jeanine Twali, les rebelles du 23, à un certain temps, nourrissaient les ambitions d'avancer jusqu'à Butembo. Une chose qui ne s'est pas concrétisée, voilà, vous allez conclure. Oui, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a une résistance, c'est parce qu'il y a les gens qui sont là en train de les bloquer. Mais ces gens vont les bloquer jusqu'à quand? Tant qu'ils n'ont pas tout le nécessaire. Ils vont les bloquer jusqu'à quand? Aujourd'hui, dans les territoires de Walikale, cette progression, parle de la progression de rebelles du 23, différemment des autres localités, comme je peux le dire dans l'essence, on entendait les rebelles du 23 arriver dans une zone et ils progressent d'un coup. Mais aujourd'hui, ils ne progressent pas même là, dans les territoires de Walikale. Qu'est-ce qu'il faut retenir à ce sujet? Bon, c'est devenu en tout cas une habitude. On a chanté Pinga tombé, mais Pinga n'est pas encore tombé, bien que plusieurs villages autour de Pinga je ne suis pas tombés. en train de faire la propagande de ces rebelles, mais je suis plutôt en train d'alerter l'opinion congolaise par rapport à ça. Rappelez-vous de Kanyabayonga. Vous vous rappelez de cette résistance autour de Kanyabayonga? Pendant 30 jours. Mais voilà, Kanyabayonga finit toujours par... Aujourd'hui, il est occupé par qui? Il est occupé par qui? Walikale, même pour entrer dans Walikale, avec cette agglomération Kalembe, entre Rutshuru, Masisi et Walikale. Pour qu'ils entrent dans Kalembe. Ils ont aussi souffert. Les Ouazalendo les ont bloqués. Mais à un certain moment, les Ouazalendo ils sont arrivés à bout de leur souffle. Et ils ont décroché. C'est comme ça qu'ils sont entrés dans Walikale. Alors aujourd'hui, ils sont en train d'avancer vers Pinga. Voilà pourquoi quand il y a cette résistance, nous pouvons plutôt voir comment est-ce que nous devons éviter les pires. En évitant les pires, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme les Ouazalendo sont là, très déterminés, l'armée ne reçoit pas les ordres. Elle dit respectez les cessez-les-feux, s'il vous plaît. Vous respectez les cessez-les-feux et pourtant l'adversaire d'en face, lui, est en train d'avancer. Ok, restez dans vos histoires de cessez-les-eux, mais donnez tout le nécessaire aux Ouazalendo. C'est que vous... C'est-à-dire aujourd'hui, vous réclamez l'équipement aussi fort des Ouazalendo. Justement, c'est qu'on devrait donner au FRDC, comme les FRDC sont stand-by, elles ne font rien, donnons, c'est nécessaire, aux Ouazalendo. Et puis voir qu'est-ce que les Ouazalendo vont nous produire aussi comme résultat. Quand je dis le nécessaire, c'est cette motivation. Au-delà de cette motivation, c'est aussi cet arsenal important qui va leur permettre aussi de faire un travail à la fin. Et très intéressant. Mais si cela n'est pas fait, je répète encore une fois, ne soyez pas surpris de voir Pinga aussi tomber entre les mains des rebelles. Une fois Pinga tombé, nous connaissons tous quelle sera la prochaine direction. Ce sont tous ces sites miniers
qu'ils vont tout faire pour contrôler. Et quand ils seront dans Walikale, ils n'auront plus besoin de prendre même Butembo, même Goma. Là, ils vont d'abord produire l'argent. Et ils vont financer encore une fois leurs actions militaires. C'est ça bref, aussi. Nous pouvons retenir, selon Jeanine Toali, la rébellion du M23 est basée et fondée sur le vol de minerais. Oui, le vol, je l'ai toujours dit. Contrairement à ce qu'a déclaré toujours les responsables de ces mouvements rebelles, qu'ils sont des révolutionnaires. Laurent Kunda disait la même chose. Mais nous tous, nous connaissons comment ils ont exploité les territoires de Massissi, Rutshuru, et d'autres territoires. Nous connaissons tous comment ils ont exploité tous ces territoires. Donc, c'est toujours leur motif. Mais les fonds et le contraire. En fait, pas chaque rébellion a besoin des moyens, de l'argent. Les Rwandais ne seront pas là en train d'envoyer tout simplement les militaires et les motiver. Ils doivent aussi produire là où ils sont. Voilà pourquoi aujourd'hui ils contrôlent Rubaya. Ils sont en train d'exploiter Rubaya. L'ONU vous a parlé de 300 000 $ chaque fin du mois qu'ils sont entrés d'empocher. Comment vous trouvez les montants? C'est peu, c'est... Non, ça c'est peu. Ils gagnent beaucoup que ça. C'est dans des millions les mois. Donc, c'est cette somme, pour l'ONU, c'est la somme qui est officielle. Mais nous connaissons tous que ça va au-delà de ces 300 000. Donc, ils sont en train de tout faire pour avoir de l'argent et alimenter tout ce qu'ils font. Donc, c'est parmi les objectifs économiques, les enjeux économiques, pardon, font partie aussi de cette guerre. Et moi, je l'ai toujours dit, au-delà de l'occupation, c'est d'abord l'économie. L'économie du Rwanda. Le Rwanda dépend économiquement de la République démocratique du Congo avec les vols des matières premières. Et ils sont en train de le faire aujourd'hui officiellement avec leurs hommes dans toutes ces zones. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité sur notre chaîne Gale Afrique Télévision au cœur des investigations. Nous poursuivons à chercher la vérité sur la guerre à l'est du pays. Pour savoir ce qui s'est passé. C'était Jeanine Toali, chercheur en matière sécuritaire, journaliste et chercheur, avec qui nous avions eu le réel plaisir d'en parler encore de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Samedi, aujourd'hui, dès novembre 2024, nous vous souhaitons un bon week-end, Monsieur Jenny, et nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est fait un plaisir d'échanger avec vous autour de toutes ces questions sur la chaîne panafricaine. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se fixe un nouveau rendez-vous sur notre chaîne. À la prochaine pour d'autres actualités.